Du coup, interview avec Sébastien Borgé, cofondateur de The Sandbox. Déjà, merci, je voulais te remercier déjà parce que tu as accepté directement. C'est mon papa qui t'a proposé de faire cette interview et tu as dit oui sans réfléchir. Donc, merci d'avoir accepté déjà. Moi, du coup, ce que j'ai prévu pour cette interview, c'est déjà de parler de toi, un petit peu de ton parcours, revenir sur ton parcours d'entrepreneur. J'ai noté quelques questions que j'avais envie de te poser. Et ensuite, dans un second temps, peut-être parler un petit peu aussi de Fred Forrest. Qu'est-ce que tu penses de son travail? Voilà. Avec plaisir. Merci de m'inviter. J'ai un peu la chance d'échanger. Et oui, à chaque fois, j'avoue que je rencontre Fred en personne. J'ai un mélange d'inspiration et de compréhension. J'apprends beaucoup. Je suis sûr qu'on va pouvoir parler un petit peu plus en détail là-dessus. Donc évidemment, avec plaisir d'échanger des points de vue et aujourd'hui. Bah, déjà, j'ai vu que tu as lancé du coup Sandchain, là, le 1er octobre. Est-ce que tu peux nous C'est en ça. parler un petit peu, vu que c'est ton Et- actualité, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, voilà, en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est, comment ça se matérialise? alors, effectivement. Alors déjà, tu suis bien nos actualités. C'est top. Donc la mission de Sandbox dès le départ, un petit peu pour replacer, et peut-être si les gens ne savent pas ce qu'est Sandbox, Sandbox c'est un monde virtuel décentralisé dans lequel en fait les gens vont pouvoir créer des jeux, des expériences en 3D grâce à un outil no-code et les publier sur une carte avec des terrains virtuels. Et on utilisait la technologie blockchain et les NFT pour permettre aux créateurs de ces expériences et des contenus à l'intérieur de posséder pleinement leurs créations et de pouvoir se les échanger, se les vendre sur une marketplace et les monétiser de manière différente. L'idée de Sandbox, elle est venue en 2011. Au tout début, c'était un jeu vidéo sur mobile en 2D dans lequel les gens pouvaient juste du toucher du doigt sur un écran, faire apparaître des pixels qui réagissaient suivant les lois de la physique, les partager et partager ses créations dans une galerie en ligne sur mobile. Et en fait, le leitmotiv de Sandbox, si on regarde, et c'est vraiment la mission et ce qui me passionne le plus, c'est de permettre aux gens de devenir des créateurs de jeux vidéo, des créateurs de contenu, et derrière de pouvoir vivre de cette créativité. Donc la prochaine étape, assez logique, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la technologie permet de faciliter l'accès à la création de contenu, mais ce n'est que le début. Et donc il y a encore des challenges importants pour les créateurs de contenu. On parle, et par créateurs de contenu, je parle des streamers, des influenceurs, des gens qui font des podcasts, des narrateurs, des designers, des gens qui font du jeu vidéo, etc. Pas que donc des mondes virtuels sur le sandbox, mais d'un scope plus large de YouTubers, TikTokers, etc. Euh, Leurs challenges principaux, ça va être les mêmes que ceux qu'on a constatés chez Sandbox au fil des années. Depuis 2011, on est dans le User Generated Content et on se rend compte que c'est toujours difficile pour les créateurs de contenu d'être découverts, donc de se former une communauté, d'accéder à des nouvelles audiences, de croître cette communauté, de développer de l'engagement, de la rétention, de monétiser, trouver des manières, on va dire, soutenables dans la durée, de monétiser leur audience sans forcément passer que par la publicité ou la vente de merch ou de produits branded, parce que c'est pas ce qui les intéresse, c'est pas ce qui est forcément être plus pertinent pour leur audience et parfois même d'avoir accès à du financement, etc. Le métier de créateur de contenu reste largement mécompris, très instable, précaire, et même quand on arrive à avoir une certaine forme de succès économique où on fait partie des 30% qui vont gagner un peu plus que 1 000 $, 1 000 € par mois, recevoir un paiement, ça prend entre 30, 60 jours, parfois 90 jours, suivant les plateformes, avant que les sous arrivent sur votre compte en banque. Donc, comment on peut réinvestir cet argent pour développer son contenu, améliorer sa production, parfois les frais de logistique, de voyage, de déplacement, des conférences, ou de même recruter des équipes, parce qu'on peut pas faire forcément tout seul, ben, ça devient compliqué. Et donc, le positionnement de la Sunchain, c'est de soutenir un peu le. Alors désolé, j'ai pas l'habitude de le faire en français. Ça va être la première fois que je vais faire un peu l'explication en français. Donc j'essaie d'être assez clair dans les termes. On va être un peu le backbone économique de la culture. Donc une culture dans laquelle en fait la loyauté va avoir de la valeur. Donc la relation que vont avoir les créateurs de contenu et leur audience
euh, est désormais peut être quantifié, peut être tokenisé sur une blockchain, et on va expliquer comment. Que chaque interaction entre les créateurs et leur audience peut être sur la blockchain et du coup créer une forme de traçabilité, de réputation, d'identité, et qu'on développe des nouveaux modèles économiques et plus de valeur pour ces créateurs de contenu. La Sandchain utilise le token Sand qui existe depuis, qui a été lancé en août 2020, qui est le token principal de Sandbox, qui est listé dans 80 pays, 80 échanges et un peu partout dans le monde, donc notamment les États-Unis, la Corée, le Japon, la France, l'Europe, Hong Kong et j'en passe. Euh, et euh, euh, et du coup, c'est une layer 2. Alors désolé, là, ça va être un peu technique. C'est une sidechain sur Ethereum, qui est la layer 1, qui est donc une des blockchains les plus répandues, un système qui est très qui reste largement compatible avec un grand nombre d'applications déjà existantes. Et notre focus, ça va être vraiment de supporter l'économie des créateurs, la creator economy, et de la naissance d'une nation de créateurs digitaux. Donc notamment euh, permettre à ces créateurs de contenu d'engager leur audience, de développer des nouveaux moyens de croissance, de monétiser et même d'avoir accès à des financements avec des avances de paiement, etc. Et Si ça, on c'est pour regarde, tout. Excuse-moi. Ça, c'est pour tous les créateurs de contenu? C'est- l'idée, c'est de permettre de fournir des solutions à tous les créateurs de contenu, peu importe les plateformes sur lesquelles ils publient. Donc, ça peut être YouTube, Discord, Twitch, TikTok, Instagram, etc. Même Roblox, Fortnite, Sandbox, App Store, Google Play Store, sans qu'ils aient à bouger leur audience ou à publier sur des nouvelles plateformes, parce que c'est surtout pas ce que veulent faire les créateurs. Ils ont déjà eu tellement d'efforts à se construire une communauté, une audience sur un channel. Le Web3, ça apporte des solutions intéressantes, mais ils sont pas prêts à redémarrer à zéro. Donc, comment on crée des solutions qui peuvent fonctionner et engager leur audience là où ils sont? Euh, Ces solutions, la Sunchain propose trois solutions dès le départ, dans le but un peu de d'amener l'économie, la créateur économie qui représente grosso modo 250 milliards de revenus annuels à être beaucoup plus dynamique grâce à la blockchain. La première, ça va être les lancements de leurs propres points, donc le système de points et de gamification, donc tous les programmes de loyauté. Chaque créateur, même une personne, un individu seul, un peu comme les miles et les airlines, etc., devrait pouvoir lancer son propre programme de points qui va permettre derrière derrière de récompenser les actions de leur communauté, évaluer parmi les différentes personnes qui les suivent, qui regardent leur contenu, etc., qui est un peu plus un fan qu'un autre. Donc les actions, ça peut être des actions de type regarder une vidéo jusqu'au bout, partager un lien, acheter un produit sur leur boutique en ligne, venir les voir en personne lors d'un événement, euh, Mais ça, commenter, etc. pour avoir accès à ces datas-là, il faut que ce soit toi ta plateforme, non? Pour que tu aies tout ça et que tu puisses Non, le alors quantifier. il y a désormais d'un point de vue technique, il y a des API. On peut traquer très facilement une connexion sur un réseau social, un post, un achat en ligne. Il y a ce qu'on appelle des webhooks et des postbacks. On peut pas rentrer trop dans la technique. Un certain nombre d'actions sont facilement mesurables puisqu'on vit dans un monde, j'ai envie de dire, essentiellement digital désormais et très data-driven. Donc, il n'y a pas de souci pour que la plupart de ces interactions soient quantifiables. Et ça permet aux créateurs de contenu aussi d'avoir, non seulement en disant, ouais, j'ai 1 million de fans, mais ils savent pas vraiment lesquels sont leurs top parmi ceux qui sont le plus engagés, etc. Grâce au point de commencer à quantifier, entre guillemets, cette fandom euh, et offrir des récompenses qu'ils vont pouvoir choisir et déterminer eux-mêmes en fonction de ce qui intéresse leur audience, évidemment, sur la base de leaderboard, de classement. Ça peut être un classement hebdomadaire, mensuel, c'est eux qui choisissent. Ah bah tiens, mais les top 100 personnes qui ont le plus participé ce mois-ci vont avoir un accès privilégié à un contenu en ligne pour pouvoir me rencontrer en personne à tel événement en backstage.
On peut avoir un call one-one, ça c'est vraiment en fonction de ce que veut offrir le créateur. Donc il y a un peu aussi une logique. Certains créateurs qui sont familiers avec Patreon comme plateforme. C'est un Patreon 3.0, 3.0 qui utilise la blockchain, mais dans lequel on n'est pas seulement dans une relation de donation et de charity, de philanthropie, où j'aime bien ce créateur de contenu, comment je peux l'aider? Bah, aide-le en lui donnant 1 euro ou en payant un café, etc. Donc il y a aussi une logique où l'audience va pouvoir tirer une valeur ajoutée, parfois même des bénéfices économiques, tout en supportant son créateur. Donc ça, c'est les creator points. Les sun points, ça, c'est les points qui vont être distribués pour l'activité aux utilisateurs en fonction de leur activité au sein de la Sunchain, à travers plusieurs créateurs, mais aussi en connectant un wallet, en fonction des NFT qu'ils possèdent, le sand qu'ils possèdent, le land. S'ils signent le manifesto sur sunchain.com, il y a 100 sun points à gagner. Les créateurs tokens, donc, tu en as peut-être vu passer une nouvelle trend qui émerge, des créateurs qui lancent leur propre monnaie, euh, parfois avec succès, parfois c'est compliqué, donc ça requiert de l'éducation, etc. C'est un nouveau Moi, j'ai instrument suivi la qui... trend NFT où il y avait les gros influenceurs, où tout le monde a un peu lancé son NFT. J'ai suivi cette trend-là. C'est la même trend ou pas? Alors, un NFT, ça reste un contenu qui a une valeur limitée, dans le sens où bah, il y en a qu'un nombre fixe et fini en général, et une Là, fois c'est qu'on les vraiment a leur émis, monnaie maintenant. Maintenant, ouais, ils créent voilà. vraiment. Une Ok. fois qu'on a émis le NFT, ben, on est censé ne pas pouvoir en réémettre. Et avant, les créateurs gagnaient parce qu'il y avait les transactions en secondaire. Lorsqu'un utilisateur revendait à un autre utilisateur, il y avait une petite commission, 5-10%, qui était reversée au créateur. Mais depuis quelques années, il n'y a plus cette commission, cette sorte de TVA. Et donc, du coup, il n'y a plus de revenus qui sont liés aux échanges secondaires des NFT. Avec une monnaie, c'est beaucoup plus, c'est comme une cryptocurrency, Bitcoin, ETH, Sand, etc. La liquidité est plus importante. C'est plus mainstream parce que c'est sur les exchanges et les exchanges décentralisés. Donc c'est pas, ça ne requiert pas une compréhension aussi compliquée que qu'est-ce qu'est un NFT, comment je vais le stocker, à quoi il va me servir, et un choix artistique. Là, tous les tokens sont les mêmes. Et en lançant un token en général sur un launchpad, donc la Sunchain aura sûrement plusieurs launchpads dans le temps, qui sont des blockchains décentralisées. Euh, le créateur va pouvoir vendre de son token et va aussi pouvoir gagner sur les fees générés à chaque fois que le token est vendu ou acheté sur des marchés secondaires et des exchanges. Il y aura un petit pourcentage. Et donc ce modèle, on l'invente pas, il a été déjà vu avec les launchpads classiques. Récemment, il y a des produits qui sont devenus un peu viraux sur Internet, comme PumpFun, et il y a des streamers Twitch qui ont lancé leur token pour supporter et à la place d'avoir des donations ou du tipping en ligne. Ça donne beaucoup plus de liberté aux créateurs de contenu. Ils deviennent indépendants, ils s'affranchissent des plateformes qui, elles, prennent 50%. Donc, à chaque fois que vous faites une donation sur un Twitch ou un YouTube, bah, la plateforme déjà prend 50% de la donation, plus ses délais de paiement. Donc, les créateurs sont aussi à la recherche, ben, et explorent. Et ça vient avec évidemment parfois des risques, des challenges en termes sans rentrer trop dans les aspects sécuritaires de la blockchain, euh, de comment on stocke les clés privées, comment on conserve les tokens, comment quelle est la liquidité du marché associée à ces tokens, et donc ne pas forcément vendre trop pour risque de baisser le prix et se créer progressivement une communauté autour. Mais ça ouvre aussi des possibilités assez intéressantes et c'est ce qu'on essaye d'explorer et supporter les créateurs. Donc la Sunchain va proposer un certain nombre de solutions au final qui visent, qui sont soit développées par nous, soit développées par d'autres tiers, créateurs ou non, pour soutenir la créateur économie. Donc c'est le gros focus. Ok, ça marche. Parce que j'avais pas bien, j'avais essayé, j'ai vu que que tu as lancé le premier automne, mais j'avais pas réussi à bien comprendre exactement en quoi ça consistait. Donc maintenant c'est clair et j'ai compris que c'est le but c'est d'aider les créateurs et pour qu'ils puissent développer leur économie.
J'avais une question à te poser. À quel jeu est-ce que tu jouais des jeux vidéo, est-ce que tu jouais plus jeune? Alors, bah, quand j'étais ado, ma première console, ça a été la Super Nintendo avec Super Mario World. C'est un peu le jeu qui m'a donné l'envie de faire des jeux vidéo aussi. Quand j'ai joué, à ce moment, j'ai fait, waouh, c'est trop bien, j'ai envie de faire des jeux vidéo plus tard. Je pense que à peu près tous les gamins ont ce rêve. Et je me suis posé la question, mais comment faire des jeux vidéo? C'est quelles études? Il y a quoi comme école spécialisée? Alors, quand tu as 13, 15 ans, et bon, tu te poses pas trop de questions sur ton avenir, mais c'est vrai qu'à l'époque, les parcours spécialisés, il n'y en avait pas tellement. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles de jeux vidéo. Les plateformes, il n'y avait pas encore le mobile. Pour faire ses propres jeux vidéo sur console, il fallait des development kits, c'était coûteux et développer un jeu, c'était coûteux. Donc, pas forcément si accessible que ça peut l'être aujourd'hui. Mais bon, du coup, ça m'a inspiré. Et quand on a lancé Sandbox en 2011, je me suis dit, bah, c'est non seulement j'ai lancé mon studio de jeux vidéo avec mon associé Arthur Madrid, mais en plus, comment on fait que n'importe qui puisse accomplir ce rêve de lancer son propre jeu. Donc, c'est ce qu'on a recherché. Et c'est un peu l'idée de la naissance Sandbox. Après, j'ai eu chaque fois, je suis un geek, un early adopter, j'ai toujours eu les nouvelles consoles, j'ai toujours eu à leur lancement, j'ai eu les pré-jeux, donc T'as je des jeux joue un qui t'ont peu. marqué, des jeux vraiment Ouais. où t'as vraiment Bah, beaucoup joué. Counter-Strike en tant qu'ado, et surtout, c'était quand même assez incroyable dans le début du jeu multijoueur. Alors, ça me rajeunit pas, mais à l'époque, on faisait des LAN parties où on se retrouvait le soir et le week-end, on amenait notre tour, donc c'était un assez gros objet, et parfois on se travaillait même l'écran CRT, les écrans n'étaient pas plats, mais ils étaient cathodiques et ils pesaient 15-20 kilos en moyenne pour 15 pouces, et on se regroupait à 8, 12, 34, 30, 32 ou 64, pardon, pour jouer ensemble autour de pizza, Coca-Cola ou bière et on se shoot les uns les autres. Et après, arrivé le jeu sur Internet, les LAN parties appartiennent au passé, je pense. Je ne connais plus de grands événements de LAN party désormais, mais il y avait un peu une excitation faite que ah, la technologie, la découverte du jeu ensemble, etc. T'avais une team alors à l'époque. Bah, je jouais avec le club ou l'assos étudiante du campus. On avait aussi organisé une grosse LAN, je crois qu'il y avait 250 personnes et c'était compliqué, hein, ça. C'est comme ça qu'en tant qu'ingénieur, on a appris aussi tous les principes du routage, la bande passante à travers les hubs et les routeurs Ethernet, parce qu'on était encore sur IPv4 et des switches 100 mégabits à la seconde, donc on n'est pas au 10 gigabits à la seconde. Donc ça, parfois, il y avait de la latence et la latence impactait la performance en jeu. Donc Bah oui, oui, oui. sans rentrer trop dans les détails en geek encore, parce que peut-être l'audience, ça ne leur parlera pas, il y avait un certain plaisir à comprendre comment les choses fonctionnaient et arriver dans le jeu. Maintenant, c'est vrai que l'expérience est évidemment beaucoup plus simple, tout est ultra accessible et instantané, mais pour qu'on soit arrivé là, bah, il y a un certain nombre de choses qui ont dû être faites historiquement. J'ai vu dans une interview que tu disais que encore récemment, il me semble, tu jouais encore à Sandbox pour tester voilà, les fonctionnalités, pour voir si tout fonctionnait bien, etc. C'est quelque chose que tu fais encore? Absolument. Là, on a une saison 6 en cours sur Sandbox. Donc, c'est un événement phare qui dure 9 semaines, qui va avoir une 30 expériences avec plus d'une vingtaine de marques. J'ai joué avec genre de Cirque du Soleil, de Casio G-Shock, etc. Pour moi, c'est impossible de lancer un jeu vidéo et de ne pas utiliser le produit. C'est impossible de lancer une blockchain ou être dans la crypto sans avoir de wallet, sans avoir de NFT, etc. Donc, le premier principe de base, c'est quand on est investi dans une entreprise, quand on construit un business ou une entreprise, on ne peut pas juste parler du sujet. On doit le comprendre, le maîtriser, se mettre à la place des utilisateurs, comprendre c'est quoi les travaux, ça fait du bruit. Alors, T'inquiète, voilà, je j'espère suis que ça tout va prêt. être. Tu peux Euh, reprendre comme si de rien n'était. voilà. On doit se mettre à la place de l'utilisateur, le parcours, comprendre combien de temps ça prend, le nombre de clics, les challenges, combien de temps, combien de secondes ou de minutes ça met pour rentrer dans une expérience, la jouabilité, et plein d'autres, et échanger avec les utilisateurs en permanence pour comprendre et améliorer. Donc, de manière assez surprenante, et peut-être parce que je suis aussi un ingénieur de background,
souvent, c'est moi qui reportais les bugs, qui disais, ah, ça Est-ce que marche pas. j'allais te demander, Évidemment, est-ce que c'est ça t'arrive, chance. est-ce que ça Évidemment, t'arrive c'est encore pas de de chance, devoir c'est reporter ça des bugs tombe et que tout? sur moi. Non, mais c'est évident, c'est le démo effect, etc. Mais oui, et c'est hyper important et ça, c'est une culture aussi d'une certaine manière parce que je suis quand même très produit, très opérationnel, et je suis attaché. Et ce qu'on faisait dans l'industrie du jeu vidéo auparavant, c'est on faisait même des benchmarks et des déconstructions des produits concurrents. C'est-à-dire que pour comprendre pourquoi un jeu va avoir plus de succès qu'un autre, on ne se base pas que sur c'est l'esthétique, c'est plus beau, c'est plus fun. Ça, c'est des choses qui sont assez difficiles à quantifier. Mais par contre, c'est comprendre le parcours utilisateur et qu'est-ce qui a mené un utilisateur à vouloir dépenser. Donc l'économie, la progression. Et donc, je faisais des captures écran par écran, je comptais le nombre de clics, calculais le temps que ça leur prenait pour arriver du tutoriel. Oh, et le tutoriel durait que 15 secondes. Chez nous, il dure 5 minutes. Ben, il y a peut-être une explication. Le joueur en a marre. Il y a trop d'étapes. Après 5 minutes de progression, qui est la session moyenne sur un jeu mobile, l'utilisateur a reçu tant de récompenses en monnaie virtuelle, donc il y a un petit effet dopamine, il est content, etc. Il se sent bien, il sent qu'il avance dans les précédents niveaux, avant qu'on lui mette le premier euh, paywall, le premier mur dans lequel on va, entre guillemets, lui demander de jouer, de progresser. La progression devient plus difficile, ou c'est le moment de Payé. si tu dépensais un petit peu, ça serait plus facile. Et tout ça, évidemment, c'est des aspects qui font que les jeux vidéo, ce sont certes des produits de divertissement, mais pas que. C'est aussi des business, en fait, qui doivent gagner de l'argent pour pouvoir continuer à payer derrière les différentes personnes qui travaillent à leur production, au graphisme, à la musique, au développement, etc. Donc, The Sandbox a commencé sur mobile. Exactement, 2011, le premier Sandbox en 2D, 8 bits presque. Et après, on a sorti Sandbox Evolution, qui on avait bien amélioré la résolution, mais toujours en 2D, en cours de 2016. Et comment tu as fait pour avoir autant de croissance? Est-ce qu'il y a une stratégie qui a fonctionné ou est-ce qu'il y a eu un moment où ça a pris? C'est quoi le... Parce qu'aujourd'hui, c'est arrivé à un niveau, une réussite exceptionnelle. On va pas se mentir en termes de résultats. C'est pas sur tous les gens qui font des jeux vidéo. Ça fait partie, je pense, des 0,001%. J'ai pas les stats exacts, mais j'imagine que ça doit être ça. C'est- Quelle a été la stratégie de croissance? Comment on fait pour faire grossir un truc aussi gros que ça, quoi? Ouais, il y a souvent plusieurs facteurs, certains qu'on maîtrise, certains qu'on maîtrise pas. À l'époque, sur mobile, être l'un des premiers sur la plateforme, et toujours aujourd'hui, hein, je dirais que le first mover advantage, l'avantage à la première, aux premiers qui vont construire des apps sur les stores, qui vont déployer des applications. Quand il y a assez peu de contenu sur ces plateformes, ça donne beaucoup de visibilité. La deuxième chose, c'est on a bénéficié du succès de Minecraft aussi. Donc en fait, on n'évoluait pas seul sur une catégorie, on fait partie d'une catégorie de jeux et de la mouvance du user-generated content, le contenu créé par les joueurs. À l'époque, Minecraft était qui vient de fêter ses 15 ans, c'était seulement un jeu sur PC en 3D, il n'y avait pas de Minecraft mobile. Donc on s'est aussi positionné un peu comme tu aimes Minecraft sur PC, amuse-toi à créer sur Sandbox en 2D sur ton mobile. Ça a été bénéfique. Ensuite, on a été feature de plusieurs fois, parce que le jeu, la qualité de jeu était bonne, par Apple et Google Play sur les stores mobiles, avec App of the Year, et lorsqu'on avait des mises à jour régulières intéressantes qui ont amené des téléchargements. On a eu aussi, je pense, toute l'animation communautaire et le contenu. Donc on est un jeu où le contenu est majoritairement créé par les joueurs, mais si on lance et on dit tiens, regarde, c'est génial, des outils que avec Sandbox tu peux créer des mondes juste du toucher du doigt, génial, tu rentres et tu vois une galerie vide ou avec des contenus très peu qualitatifs, ben ça ne t'inspire pas. Donc souvent l'image, la comparaison que je faisais à l'époque, c'est si tu donnes une feuille blanche à quelqu'un et tu lui dis rien à part dessine, les gens pour la première chose c'est tu veux quoi, je dessine quoi. Donc il faut guider la créativité. Guider la créativité, comment on l'a fait? En fait,
pendant 6 mois avant le lancement de Sandbox au public. On avait fait un soft launch et j'avais contacté une centaine de pixel artistes. C'est un métier qui existe, hein, les gens qui aiment faire du graphisme comme sur les jeux à l'époque 8 bits et 16 bits. Et je leur avais proposé de leur payer des contenus pour qu'ils utilisent Sandbox sur mobile pour faire du pixel art. Donc c'était quand même évidemment dans leur cœur d'activité de métier, ça les intéressait de créer sur mobile avec un nouvel outil, et ils gagnaient, je sais plus, 10, 20, 30 euros par dessin qu'ils allaient publier. Et donc ça a amené qu'au lancement, il y avait déjà 1000 contenus sur la galerie de haute qualité faits par des gens qui sont experts en pixel art. Et donc, l'impression que ça a donné quand tu rentrais dans Sandbox, c'est que tu voyais une galerie avec plein de super beaux trucs. Tu pouvais passer ton temps à scroller et à faire, waouh, c'est génial. Et du coup, les gens se disent, moi aussi, je peux faire ça. Et ça te guidait la créativité. Ensuite, il y avait cette idée aussi d'avoir des mises à jour régulières pour ajouter des fonctionnalités de création, de destruction aussi. J'avoue, c'est aussi fun de détruire que de créer. Donc, une grande partie du succès dans Sandbox, c'était de créer des volcans, de faire que la lave elle tombe, elle dégouline et elle brûle tout sur son passage, que les météorites tuent les dinosaures, etc. Donc on a évidemment pensé à ces aspects-là. Et à chaque fois qu'il y avait une mise à jour, il y avait des templates pour que les gens puissent facilement créer leur volcan, leur monde avec les dinosaures, le monde avec les robots qui viennent du futur et qui shootent tous les humains, évidemment. Plein de petits trucs qui fait que c'était assez amusant en fait. Est-ce que Et après, pour la version blockchain, pareil, on a répété ces ingrédients. On a aussi amené des marques. Sur Sandbox, on avait déjà Pac-Man, Shrek, Invincible, qui est un comic book américain avec des super-héros. Et les gens pouvaient jouer avec ces super-héros ou avec Shrek, Puss in Boots, etc. Et donc, quand on a lancé la version blockchain Sandbox, pareil, on a amené des marques au fur et à mesure. Aujourd'hui, on a plus de 400 partenaires. Ça a été aussi un point différenciant, puisque créer ton jeu ou créer des jeux avec tes personnages favoris, c'est assez unique et finalement, ça n'est pas possible ailleurs, quasiment. Parce que là, aujourd'hui, Sandbox, le Sand, c'est intervenu à quel moment là-dedans? Parce qu'aujourd'hui, le Sand, c'est aussi. Moi, j'ai entendu parler du Sand avant d'entendre parler de Sandbox, en fait. C'est venu à quel moment le Sand? Alors, c'est assez intéressant. Le Sand, c'est donc le utility token de notre plateforme Sandbox. Il a été lancé en août 2020, alors qu'on avait lancé la version blockchain de courant 2018 avec Voxedit, notre éditeur 3D, GameMaker. On avait fait nos premières land sales en décembre 2019 à l'époque, sans le Sand. Et le Sand est venu plus tard. Donc, ça a été aussi un point important pour le succès de la version de Sandbox blockchain, c'est que on n'a pas juste fait la promesse comme quoi on allait développer un outil et vendre les tokens en amont. On a d'abord développé des outils, on a montré la plateforme, on a montré qu'il y avait du contenu des utilisateurs, et après on a lancé le token pour supporter et aider nos créateurs à monétiser. Donc le Sand a été lancé sur le Binance Launchpad. Pareil, j'ai envie de dire un peu facteur chance ou succès. Le Binance Launchpad, il faut se dire qu'en 2019-2020, c'était une période où la crypto, le Bitcoin s'était assez cassé la figure, les gens n'étaient plus très intéressés. On sortait des années 2017-2018 où c'était assez euphorique. Sauf une période de grand creux. Il n'y avait pas eu de nouveau lancement de token sur Binance depuis plus d'un an, quasiment un an et demi. Et là, Binance décide, et on avait parlé avec Binance pendant 2 ans, hein, ils avaient suivi le projet, etc., que leur thèse allait être le gaming. Et ils lancent deux tokens, ils lancent Sandbox et Axie Infinity. Et donc en fait, bah, concours de circonstances, on a le bon produit au bon moment, le marché est prêt à reprendre, et notre token qui fit parfaitement la thèse est lancé sur Binance. Évidemment, engouement très important, ce qui a permis au Sand, bah, pareil, de devenir une monnaie, une crypto-monnaie, qui toujours aujourd'hui toujours fait partie du top 100 des crypto-monnaies. Et ça va permettre à un certain nombre de personnes de découvrir le métaverse et le gaming en achetant que la monnaie ou en achetant que les terrains virtuels. Pareil, il y a le boom du métaverse en 2021, l'immobilier virtuel, les marques qui se mettent à acheter des terrains sur Sandbox, etc.
je pourrais parler pendant des heures et des heures, mais on va condenser, qui font qu'il y Oui. a pas mal de conditions qui font que Sandbox il y a toujours la bonne proposition de valeur au bon moment avec des outils et une utilité concrète. Et donc, peut-être que tu as découvert Sandbox par le sand, peut-être que tu n'as jamais joué ou tu n'as jamais créé, mais pourtant, tu adhères à la vision, tu comprends qu'il y a une communauté, un vrai produit, des marques, et ça te rassure plus qu'un projet avec une équipe qui n'est pas publique, tu ne sais pas trop ce qu'ils vont lancer, etc. Donc tout ça, la somme d'un certain nombre de facteurs qu'on maîtrise et d'autres qui peuvent être coïncidence, chance, ou le fait qu'on a été résilient dans le temps et qu'on fait partie des projets sérieux, nous a aidé à rendre Sandbox le succès qu'il est maintenant. Ok, incroyable. Moi, j'ai un ami en 2021 qui avait acheté un terrain virtuel et c'est comme ça en fait que j'ai découvert ce monde-là et tout. Lui, il était à fond dans les cryptos. C'était aussi le moment où les NFT, tout le monde parlait des NFT, etc. Il avait acheté un terrain virtuel, donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert le Sand et qu'on pouvait acheter des terrains dans le métaverse. Et, ouais. Non, incroyable. Je voulais te demander quand tu as commencé à entreprendre et c'était quoi peut-être le premier projet ou le premier truc que tu as fait en entrepreneuriat? Bon, ça remonte quand j'étais ado, je me suis passionné à chaque fois pour les nouvelles technologies, le peer-to-peer notamment, et donc je suis devenu un peu un développeur au sein de la communauté peer-to-peer et en BitTorrent, je fournissais des scripts open source pour déployer les trackers, etc. et des modules pour ces trackers. Ça a permis ça c'est quand j'étais ado. Après quand j'ai été en école d'ingénieur aussi, ça m'a permis de continuer à explorer. Parce que j'ai fait une école de Télécom Sud Paris, une école de réseau et de télécommunications. Donc bon, on peut quand même comprendre ma passion pour les réseaux et l'informatique. Et quand j'ai fait ma dernière année d'échange, j'ai fait un échange universitaire à la Chinese University of Hong Kong. Mon associé, alors je m'a contacté parce que lui, sa première startup, c'était justement une solution qui utilisait BitTorrent pour permettre aux ayants droit, les chaînes de télévision, TF1, MC Triplay ou les événements sportifs, de fournir leur contenu en haute définition en, sans, en réduisant les coûts de bande passante, etc. À l'époque, pareil, il n'y avait pas encore de streaming en ligne. La vidéo HD, ça demandait jusqu'à 4 gigas comme un DVD de stockage et la bande passante était coûteuse. Donc pour pouvoir louer un film à je sais pas 5 euros pour le week-end, c'était à peu près les offres à l'époque. Bah, il fallait économiquement qu'on essaye de réduire les coûts de stockage, de distribution, etc. Et donc notre solution a aidé ces plateformes. Ensuite, on a lancé une plateforme. Donc c'était un peu la première aventure entrepreneuriale après avoir été diplômé ensemble. La deuxième, c'est on a lancé, Vous après étiez avoir dans la vendu même le école, c'est business. ça, Ça, c'est ton Ah, associé il a fait sur... Paris-Dauphine. Il est un peu plus âgé que moi, Arthur. Mais on est associés depuis effectivement 2008. On a lancé ensuite plusieurs startups Et sur The ensemble. Donc, Sandbox, c'est ton associé sur The Sandbox aussi. oui, aussi. D'accord. Ouais, après, on a lancé un service de stockage de photos, vidéos et musique dans le cloud. Les gens payaient 9 dollars ou 9,99 € par mois, stockage illimité, et ils pouvaient partager des photos, vidéos et musique avec leurs amis, créer des playlists virtuelles. Ensuite, on l'a vendu et on a lancé le Pixel, le studio de jeux vidéo mobile, qu'on a revendu en 2019 à Animoca Brands. Et après, on a lancé la version blockchain de Sandbox. Et donc, oui, au fur et à mesure, c'est toujours ensemble que ces aventures continuent. Ok, ça marche. Ouais, donc toujours un peu dans l'univers geek, en fait, c'est ça qui t'a. Moi, je me rappelle à l'époque enfin, je suis pas de la même génération que toi, je suis un peu plus jeune, mais il y avait uTorrent à l'époque, Mega Upload, ce genre de trucs. Est-ce que tu les inscris dans le même système ou Il y pas a, il y vraiment? a, il y a Bram Cohen qui est la personne qui a écrit le protocole BitTorrent. Il a écrit ce protocole. Derrière, il y a des clients BitTorrent qui permettaient de télécharger les contenus. Et les trackers, c'était la partie serveur, entre guillemets, qui permettait de synchroniser les clients et de leur fournir la liste des autres utilisateurs qui avaient le contenu pour les télécharger. Et donc, on avait inventé
Donc les trackers, il y en avait qui étaient développés en C++, d'autres en PHP, d'autres en Python, etc. Donc moi, ça m'intéressait la partie tracker, optimisation de l'étape de routage et de la distribution des utilisateurs. Et avec cette première startup, euh, à l'époque, on avait développé le module, le plugin pour les navigateurs, pour que les contenus, pour pouvoir faire du streaming vidéo, en fait, il faut quand même recevoir le début de la vidéo. Et le protocole BitTorrent, il fractionnait les fichiers en plusieurs morceaux et il distribuait les fichiers, les morceaux de fichiers, en fonction de la disponibilité sur le réseau. Du coup, le fichier ne pouvait pas être lu ou consommé jusqu'à ce que quasiment 100% il était téléchargé en simultané. Donc, on a réécrit une partie du protocole pour mettre en place un téléchargement progressif, séquentiel, où on démarre au début du fichier et au fur et à mesure on le lit. Et puis, on avait aussi inventé des modules de seeding, ça s'appelait. Donc, en fait, pour s'assurer que l'expérience utilisateur était top, bah, t'as pas envie d'attendre 15 minutes C'était en ou quelle 5 année minutes ça à peu près, pour resituer un peu? 2008. 2008, ok, d'accord. Tu vois, Parce- maintenant, tu es habitué à ce que tu cliques sur une vidéo, ça charge Oui, instantanément. Et parce ben, qu'on a la pour avoir fibre cette maintenant, c'est ça expérience, la différence, oui, non? bon, voilà, bon, bah, oui, à l'époque, on était encore dans la DSL, Ouais, c'est ça. 512 kilobits, au mieux, ou dans les modems à 56 kilobits. Euh, il fallait en sorte que les premiers mégaoctets de la vidéo soient chargés très rapidement. Et donc, pour ne pas compter uniquement sur la disponibilité du début de la vidéo dans le réseau peer-to-peer, on avait développé des modules de seeding où c'était des serveurs classiques HTTP qui fournissaient le début de la vidéo pour que derrière, tu aies le temps de voir quelques minutes de vidéo avant que le reste du téléchargement vienne du peer-to-peer. Donc, une solution hybride. Euh, Passionnant, toujours passionné, tu vois, par la technologie, même si derrière, l'utilisateur, il savait pas tout ça, en fait. C'est l'abstraction de la complexité technique qui est, je pense, toujours intéressant, et c'est ce que je garde en tête, un peu en leitmotiv, c'est la technologie, elle apporte un bénéfice, mais l'utilisateur, il vient pas pour la technologie brute, il vient pour le bénéfice, ou le contenu, ou les possibilités que la technologie offre. Tu as parlé de Hong Kong, que tu étais en échange, c'est ça, pendant tes études, c'est là que tu as découvert Hong Kong. Moi, je suis un petit peu ce que tu fais. Je vois que tu es tout le temps en voyage, partout, tu bouges, tu donnes des conférences un peu partout. J'ai deux questions. La première, c'est déjà, est-ce que ça... Enfin, j'ai une question sur les conférences directement. Les conférences, tu les fais pour promouvoir Sandbox ou c'est quelque chose, c'est devenu un métier, c'est-à-dire que t'es conférencier et t'es rémunéré pour ça. Je sais pas si tu peux me dire ou pas, tu me dis, mais tu, tu fais ça pour promouvoir Sandbox ou on te rémunère de par ton expertise, etc., pour parler d'entrepreneuriat ou de... Alors, d'abord, oui, c'était mon premier voyage à longue distance, hein, à Hong Kong. Jusqu'à présent, j'avais voyagé principalement en France avec ma famille. Je veux dire, je suis né dans le sud de la France, à Toulon, à côté de Marseille. Je suis allé à Paris pour la première fois à la capitale quand je vais avoir 18 ans pour mes grandes études, après classe prépa, et donc école d'ingénieur. Ça fait très provincial. Et Hong Kong, c'était la distance la plus longue. Et la première fois, je prenais l'avion pour découvrir l'étranger. Et donc, à partir de là, ça m'a évidemment passionné. J'ai profité pour découvrir un peu tout le reste de l'Asie sur place. Et avec mon associé avec Arthur, lui, très tôt, dès 2008, on a eu des équipes en Argentine. Et le premier jour où j'ai signé mon contrat CDI, hop, je me retrouve dans l'avion et je vais en Argentine gérer les développeurs en Argentine. Et puis, bah, je suis allé 3 à 4 fois par an en moyenne depuis 15 ans. Donc c'est assez intéressant et tu peux voir aussi maintenant où je suis. Euh, non, conférencier, en tout cas quand moi j'interviens sur les conférences pour partager, l'idée c'est pas de parler que de Sandbox, parce que je pense que les audiences elles veulent apprendre sans forcément qu'il y ait toujours un pitch commercial sur le produit. L'idée, c'est d'essayer d'éduquer à des thématiques plus larges qui vont être le Web3, la crypto, comment le blockchain gaming, les best practices, etc. Souvent, si c'est pas des keynotes, c'est des panels ou des fireside chats. Ça n'est pas rémunéré. Euh, En tout cas, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des grands maîtres conférenciers qui sont rémunérés pour leur talk, mais j'ai pas atteint ce niveau-là. Donc c'est du temps, de l'énergie passée aussi à faire croître un écosystème. Et je pense que c'est indispensable en fait dans une industrie et d'autant plus là, aujourd'hui, hein, de créer à la fois son personal branding
et aussi d'aider, surtout quand on est sur un marché de niche, d'aider sa propre niche à croître en supportant les autres acteurs de la niche. Donc surtout ne jamais penser, ah, il y a une personne qui fait exactement la même chose que moi, c'est un compétiteur. Tu sais que le premier réflexe, ça va être, on va surtout pas se parler, on va surtout rien partager et on va dire que du mal d'eux. C'est très idiot. Ça peut être la pire stratégie entrepreneuriale. La meilleure stratégie, c'est échanger, faire en sorte que tous les deux, on soit plus visibles en participant un maximum. Le marché, si on le fait croître, il sera toujours suffisamment grand géographiquement ou sur les clients pour ne pas se marcher les pieds sur les uns sur les autres. Et on donne l'impression, et c'est une réalité, que notre industrie est plus importante quand il y a plus d'acteurs qui travaillent sur le même sujet que quand on est tout seul à le faire. Et donc en fait, on doit pouvoir célébrer les succès des autres entreprises de notre secteur, on doit pouvoir être proche et échanger avec eux, et on doit pouvoir comprendre et se positionner aussi de manière intelligente grâce à ça. Et donc, c'est un peu l'éthique que j'adopte en essayant de faire croître l'univers du blockchain gaming, en essayant de faire croître l'adoption en partageant les expériences, les succès, les échecs, les risques, les opportunités que représente la blockchain, et en suivant les trends, parce que bah, finalement, même des personnes qui vont aux conférences, elles ont pas forcément le niveau de connaissance et d'expérience que on peut avoir nous qui sommes directement dedans à construire. Ça fait déjà plus de 5 ans, 2018, ouais, ou même ça fait 7 ans, qu'on peut voir quand même une belle évolution de comment les différentes trends dans la blockchain, des modèles qui ont réussi, des modèles qui ne marchent plus, etc. Est-ce que tu as un avis maintenant que toi qui... Je crois que le lancement là pour Sandchain, vous l'avez fait à Singapour, il me semble. Est-ce que tu as un avis, toi, sur le fait que, bah, moi, tu vois, moi, j'habite en Asie, j'habite en Thaïlande. Bon, c'est moins futuriste, on va dire, que Singapour, Hong Kong, qui sont vraiment des places un petit peu, on va dire, plus financières que la Thaïlande. C'est quoi ton avis un petit peu, je sais pas si tu as un avis par rapport à ça, tu vas me dire, entre un petit peu l'Europe, qui, moi, de mon point de vue, se fait un petit peu vieillissant, tu vois, et l'Asie, qui est plutôt un endroit plus d'avenir, en tout cas de mon opinion, tu vois. Est-ce que tu as un avis par rapport à ça ou pas? Dis-moi. Je suis curieux de savoir. Ouais, alors en général, je trouve que l'Asie est beaucoup plus ancrée dans la technologie et sur toutes les tranches d'âge. Typiquement, et tu l'as sûrement constaté, les jeunes et les moins jeunes, même les personnes âgées, ne rechignent pas, n'ont pas peur de la technologie, ils utilisent des smartphones. C'est assez courant que tu aies des personnes de 80, 90 ans qui utilisent des smartphones, qui communiquent, qui font des vidéocalls avec les petits-enfants, etc., qui jouent à des jeux. Dans le métro, tu peux voir qu'ils jouent tous en streaming sur les jeux dernier cri, etc. Il n'y a pas une sorte de rejet de la technologie de remise en question permanente de l'influence que peut avoir la technologie sur nos comportements, le bien ou le mal que ça peut représenter pour la société, les risques associés, etc. Ça crée quand même des comportements différents où en fait, tu vois qu'il y a quelque chose de nouveau qui est lancé, bah les gens sont ouverts à essayer ces technologies. Et il n'y a pas de défiance par rapport à ça. J'ai retrouvé ça à Hong Kong, au Japon, en Corée, en Thaïlande, au Vietnam, à Singapour. En France, oula, si tu as dépassé 50 ans, ça y est, tu commences à être un peu, c'est quoi ça? Non, mais c'est mal Internet, c'est mal le smartphone, tous les dangers. Et donc, en fait, il y a toujours une méfiance généralisée jusqu'à ce que ça y est, ça arrive. Et ça s'est passé tout le temps. La carte bleue sur Internet. Peut-être que tu as vécu ça avec tes parents. Oh non, mais on va te voler ton argent en ligne si tu dépenses avec ta carte bleue sur acheter des sites. Regarde, un tel dans la famille, il s'est fait voler en payant la carte bleue à la station essence. PayPal, oh, j'ai utilisé PayPal, il s'est fait avoir arnaqué par un mec au Nigeria qui lui a vendu un faux ordinateur. Euh, Chaque petite expérience en fait va créer en fait une défiance et on est beaucoup plus lent à adopter ces nouvelles technologies. Alors évidemment, j'ai caricaturé un petit peu. Je pense que certains auront bien entendu et vécu ce genre de situation, mais
Je trouve que la technologie n'est pas forcément facilement poussée dans toutes les classes de la société, toutes les tranches d'âge, en France, en Europe, alors qu'en Asie, elle est vraiment perméable, elle est omniprésente, et il n'y a pas de barrière derrière. Et ce qui fait que bah, des marchés sont beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile de lancer une innovation là-bas. Les choses peuvent devenir très virales, et on se heurte beaucoup moins à des préjugés qui font que c'est difficile pour un entrepreneur, quelqu'un qui lance un produit, d'essayer la chose. Ok, intéressant. Et la Chine, tu vas en Chine ou pas? Pas trop. Oui, oui, j'y suis allé T'y es allé. moult fois, oui. Ok. Et par rapport à la crypto, parce que là-bas, tu sais, il y a un petit peu, il y a, tu sais, eux, ils ont un peu leur plateforme, c'est un peu, il y a un peu deux mondes, quoi. Là-bas, ils ont leur application, ils ont WeChat, etc. Est-ce qu'il y a ça aussi par rapport à la blockchain, la crypto, ou là, par contre, ça se regroupe? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, c'est assez intéressant, mais c'est pas que la Chine. Il existe encore quelques marchés dans le monde qui ont réussi, entre guillemets, à créer leur propre écosystème de distribution d'applications. Donc, on va voir entre guillemets le monde entre l'hégémonie américaine où il y a Google, Facebook, Netflix, Apple qui contrôlent un peu les réseaux sociaux, l'information, les contenus. Et puis il y a des marchés comme la Chine ou comme l'Inde où localement, ce ne sont pas les contenus américains qui priment, ce sont les contenus locaux qui vont et il y a des champions locaux. Amazon, pareil, bah, en Chine c'est d'autres pour des raisons, soit parce que l'État a fermé l'accès à la concurrence, donc c'est de manière assez déloyale, ou parce que non, le contenu est plus pertinent, il est localisé et bah, naturellement, on trouve pas sur Netflix suffisamment de films indiens, bollywoodiens ou chinois par rapport à l'offre locale. Il y a eu des années où l'économie chinoise était florissante, elle était très ouverte et les touristes chinois allaient partout dans le monde. Là, on peut voir qu'il y a un refermement volontaire pour que l'économie se redéveloppe d'abord en interne. Il y a une volonté de contrôler plus la crypto-monnaie qui a été quand même beaucoup utilisée pour les Chinois afin de faire sortir les capitaux en dehors du pays. Euh, Et donc, du coup, je pense que la technologie est très, très adoptée. Nous, on a déjà eu, par exemple, avec Sandbox et le Metaverse, des partenariats avec Shanghai Tech Center, avec le gouvernement, etc. Mais pas sur les aspects NFT ou crypto. Vraiment sur l'aspect blockchain pur. Ils restent très intéressés sur le sujet. Euh, la création de jeux vidéo, évidemment, etc. Euh, voilà, donc chaque marché, évidemment, et encore heureux, le monde n'est pas identique partout dans le monde. Hein, si ça devient, ça serait très ennuyant. D'ailleurs, un petit regret, c'est maintenant si vous voyagez dans à peu près n'importe quelle ville du monde, vous allez dans une grande avenue, vous allez voir les mêmes marques. C'est devenu très McDo. international. Mais il fut une époque où, quand on allait au Japon, en Chine, etc., c'était vraiment le schisme, entre guillemets, la découverte culturelle, l'épanouissement, c'est un peu moins standardisé. Donc, on on peut dire qu'il y a des bénéfices, évidemment, puisqu'on est un peu moins perdu. Et de l'autre, c'est un peu moins atypique que de voyager en Asie, comme ça a pu l'être dans les 30 dernières années, enfin, il y a 30 ans avant, dans ces territoires-là. Ok. On s'est vu, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était chez mon père à Paris. T'es venu nous rendre visite. Je voulais savoir, quand as-tu entendu parler de mon père pour la première fois? À quelle occasion? Eh ben, ça a été lors de cette première visite. On m'a invité à venir rencontrer une personne et entendre son travail. À l'époque, il était sur son projet de la banque du pied, mais aussi, et effectivement, j'ai découvert et il m'a expliqué dans ses propres de lui-même un peu tout ce qu'il a fait depuis de très longues années. Et c'est là que je me suis rendu compte que waouh, je suis évidemment, j'ai entendu parler de Neil Stephenson et de tout ce qui touche au métaverse, et je me suis rendu compte que non, ben, je n'avais pas assez de culture générale pour savoir qu'en France, il y avait un vrai pionnier, pardon, du métaverse, des mondes virtuels, qui avait déjà eu des mariages dans des mondes virtuels, qui avait déjà eu quelqu'un qui avait même créé
des terrains virtuels avec un système de gouvernance autour, etc. Et donc, ça a évidemment piqué ma curiosité. Je savais que, et on va toujours dire, on n'a rien inventé. Tous les concepts étaient déjà là auparavant, mais je m'étais pas rendu compte que la proximité de tout ce qu'on avait pensé avait déjà été si, enfin, c'est pas qu'une coïncidence, quoi. À ce point-là, que tout avait déjà pensé dans les années 80 et avant. Ouais. Après notre rendez-vous, t'as mis un post Instagram, t'as dit justement que Fred Forrest, que s'il avait eu peut-être les outils, enfin, il a fait ce que toi, entre guillemets, t'as fait après, avec les outils, mais que lui, il avait pensé un petit peu à tout ça, mais bon, lui, à son époque, il n'avait pas les outils pour vraiment le réaliser. Il a fait comme il a pu, quoi, mais C'est sans ça. vraiment les outils, sans aller au bout, sans pouvoir aller au bout vraiment Bah, du projet. c'était impressionnant déjà tout ce qu'il a réussi à faire. C'est aussi les contraintes dans lesquelles, auxquelles il s'est heurté parce que la division parcellaire au mètre carré n'existait pas, parce qu'il y a eu des problèmes sur les mécaniques de vente, etc. Mais il maîtrisait, et je trouve qu'il maîtrise toujours très très bien les outils de communication entre guillemets la viralité des contenus à l'époque sur le journaux, la télévision. Et il lui manquait la composante financière. Je pense que l'économie du terrain et ce qu'apporte la blockchain, en fait, si 30 ans auparavant, c'était aurait été facile de s'échanger en direct, sans intermédiaire, les parcelles et qu'on pouvait adjoindre une monnaie qui va créer une économie sur le territoire, cela aurait, il aurait eu tous les composants pour que effectivement ça dépasse le projet artistique et culturel et ça devienne une plateforme économique et même une nation virtuelle. Yes. Dans ce post-là aussi sur Instagram, tu parlais de l'UGC, tu sais, le content utilisateur. Justement, lui, avec le Space Media, il avait réussi aussi à faire participer les gens en leur donnant un espace dans le journal Le Monde et pouvoir récolter un petit peu aussi les, les dessins quoi, de créateurs et donner l'opportunité aux gens de créer aussi. Donc c'est marrant parce que on a pu discuter de ça aussi un petit peu avant. Donc c'est vrai que c'est marrant qu'il ait pu faire ça avec d'autres outils, qu'il ait pensé à ça avec d'autres outils. Et aujourd'hui, on voit que maintenant, c'est des choses qui sont entre guillemets un peu plus classiques, démocratisées, parce qu'il y a des outils aussi qui permettent de le faire avec Internet. Ça a changé beaucoup de choses. Je Écoute, vois que c'est un point qui souvent, enfin, dans son travail, l'idée de permettre aux autres de contribuer et de leur donner la visibilité dans un espace qui normalement est très contrôlé, parce que c'est un journal, c'est génial et c'est quelque chose qu'on le retrouve aussi pareil dans la banque du pied, la contribution collective fait partie de son œuvre. ouais. On avait parlé aussi, je me rappelle quand on s'est vu, tu sais, du mètre carré artistique et du mètre carré non artistique, où il y avait eu tout un débat par rapport à ça, où il a fait venir des experts pour voir, pour qu'ils Mm. expertisent, tu vois, pour Mhm. savoir si ça relève de l'art ou de l'immobilier, C'est ça. surtout, comment on catégorise ça, tu vois. Donc, je sais pas si tu peux dire un mot, un mot là-dessus, si ça t'évoque quelque chose. Alors, déjà, la télétransmission d'une personne qui était à des dizaines de milliers de kilomètres, qui avait participé au débat, c'était une prouesse technique aussi de l'avoir fait. Le lieu dans lequel il a choisi de le faire, l'hôtel Crillon aussi, était évidemment très emblématique. Euh, les circonstances, l'idée même d'amener une conversation sur le sujet et créer la polémique. J'en reviens à l'idée qui, je trouve, qu'il maîtrise vraiment bien l'instrument médiatique et la capture de l'attention, peu importe si à l'époque c'était sur les journaux et pas sur l'Internet et les réseaux sociaux. Euh, le meilleur moyen en fait de faire que les gens parlent de quelque chose, c'est pas de pas en parler soi-même, c'est de faire que les autres en parlent. Et apparemment, c'est aussi quelque chose qu'il a compris très tôt et très bien. Yes. Écoute, ça fait 1 heure là que qu'on est ensemble. On n'a pas défini de temps en fait. Je t'ai pas dit combien de temps, donc je sais pas Euh, combien de temps de t'as. Mais ouais, non, je pense on peut clôturer sur ça. Peut-être si tu as un dernier mot de la fin pour les gens qui nous regardent, tu vois, si tu veux dire quelque chose, ben, t'as- tu peux dire ce que tu veux pour clôturer, puis voilà.
Bah, avec plaisir. J'ai un peu l'impression que l'inspiration que nous apporte Fresh Forest, c'est que rien n'est impossible. Et justement, il faut se lancer, il faut tenter, il faut être précurseur. On n'invente rien. La preuve en est, c'est que bah, je suis là aujourd'hui, mais il a pensé 30 ans plus tôt à tout ce qu'on a lancé. Mais la technologie peut nous aider sur ce chemin. Il y aura toujours quelqu'un qui aura pensé avant vous à faire la même chose. Le pourquoi du succès, parfois c'est la chance, parfois c'est la résilience, parfois c'est une somme de petits efforts qui cumulés font qu'on va réussir à se démarquer. Et ce qui est important, c'est de persévérer, c'est de continuer à être passionné par ce qu'on fait et d'utiliser, de tester, d'être dans sa matière, dans son sujet. Ok, bah moi je voulais te remercier en tout cas de m'avoir accordé cette interview. Comme je l'ai dit au début, tu as dit directement oui sans, voilà, sans poser de questions. Donc même là, jusqu'à aujourd'hui, tu savais même pas vraiment ce que j'allais, les sujets que j'allais aborder et tout. Tu m'as même pas posé de questions. Donc voilà, merci pour ta confiance. Et puis eh ben, à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. On verra ce que la suite nous réserve. Merci Sébastien. Merci, au plaisir de se revoir. Merci Adrien.